l'époque. Vous l'aviez peut-être aperçu déjà en filigrane dans deux autres conférences sur la ville et sur les loisirs. Je m'étais quand même bien gardée d'en parler à ce moment-là pour les réserver à celle d'aujourd'hui, à la conférence d'aujourd'hui. Voilà. Alors, donc, les peintres du 19e siècle se sont intéressés à ça. Vous connaissez l'Olympia de Manet, l'Absinthe de Degas, Toulouse-Lautrec qui montre les maisons closes. Il y a Munch aussi, qui fait des figures très très audacieuses, des gens comme Vlaminck, Van Dongen, Derain que vous avez ici, ou Picasso. Et effectivement, toutes ces œuvres montrent la place centrale occupée par un monde interlope dans le développement de la peinture moderne, puisque vous verrez qu'en fin de conférence, vraiment le sujet de peinture sera plus qu'une représentation, mais vraiment un développement d'une technique pour aller vers l'idée de l'art moderne, en particulier avec Picasso. Donc, on se rend compte que la prostitution a souvent été présente dans les jalons de l'histoire de l'art au XIXe siècle, parce que c'est un mélange pour les artistes d'observations minutieuses, évidemment de fantasmes et d'expérimentation plastique. Voilà. Pour bien sûr l'Olympia de Manet que vous avez ici. Bon, évidemment pour vous évoquer aussi qu'en 1863, Baudelaire, dans un texte fondateur qui s'appelle Le peintre de la vie moderne, avait invité les artistes à s'emparer du sujet de la prostitution, très très nettement, qui représente bien la sauvagerie de la civilisation, le beau dans l'horrible. Voilà ce qu'il disait. Donc à sa suite, les artistes vont peindre ces figures qui bousculent la morale et les conventions de l'époque, pour mieux renverser aussi les règles de l'idéal classique dans la représentation. Et c'est en mettant en avant, parmi d'autres thèmes évidemment, ces femmes qui sont cantonnées jadis à l'obscurité des petits cabinets et des marges. Par exemple, au XVIIIe siècle, il fallait soulever dans des cabinets de curiosité des petits rideaux pour aller voir ce genre de scène. Et bien là, vraiment, les peintres du XIXe vont accomplir une révolution, c'est vrai, avec ce thème, pour aller vers l'art moderne. Voilà. Alors, c'est vraiment à Paris, à l'époque, on voit beaucoup se développer ce genre de choses. D'abord, pour deux raisons, la prostitution s'y développe énormément, pour des tas de raisons dont on va parler, et puis aussi parce que c'est le lieu où les peintres doivent être, s'ils veulent avoir du succès, donc ils vont être en contact avec ça, et c'est vrai qu'entre le Second Empire et la Belle Époque, eh bien, ce thème de la prostitution qui était caché jusque-là va se révéler un thème important dans différents courants de peinture, le naturalisme, l'impressionnisme, le fauvisme, l'expressionnisme, et puis bien sûr le cubisme que nous verrons à la fin. Voilà. D'autre part, c'est un thème qui, au-delà de montrer peut-être des représentations de femmes nues, et pas essentiellement d'ailleurs, va être montré dans ses dimensions sociales et culturelles à travers la peinture, même académique, la peinture de salon. Voilà. Et vous voyez aussi dans la sculpture, dans les arts décoratifs et dans la photographie. Voilà. En tout cas, cela révèle un monde de faux semblants, très typique du XIXe siècle, très divers, et qui permet d'évoquer le statut très ambivalent et très difficile des prostituées, puisque sous la prostitution, eh bien, il y a différents visages. Ça va de la splendeur du demi-monde à la misère des pierreuses du trottoir. Donc, tout ça va être montré. Donc la conférence va être faite de 4 parties. Vous allez d'abord avoir l'ambiguïté du phénomène dans l'espace urbain en particulier, donc comment le définir. Ensuite, nous entrerons dans les maisons closes un petit peu, voilà. Et puis nous regarderons aussi ces belles horizontales dans les grands hôtels particuliers. Et enfin, l'impact sur la peinture moderne, voilà, de ces représentations, avec les fauves notamment, les cubistes et les expressionnistes. Voilà. Alors pour d'abord l'ambiguïté du phénomène, entre 1848 et 1914, vous dites que c'est une période d'éclosion et de maturité pour la prostitution, de mutation aussi très 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 importante, à tel point que cela va complètement soulever l'inquiétude de la bourgeoisie et que l'intérêt des artistes va sur ce sujet, qui n'était jusqu'alors pas considéré comme un genre noble. Les beaux-arts ne s'en occupaient
pas beaucoup. Et c'est vrai que, bon, ben voilà, comme vous le voyez ici, dans cette période plutôt romantique, on s'y intéressait surtout dans des arts mineurs, comme les lithographies humoristiques, hein, qui en parlaient, les caricatures, des choses de ce genre. Vous avez en particulier les laurettes ici, enfin, vous voyez ce masque et visage, la partageuse. Et je ne sais pas si vous voyez ce qui est écrit en dessous, mais donc les deux hommes qui sont là, hein, il y en a un qui dit « Vous connaissez cette charmante personne ?» et l'autre lui répond parfaitement « C'est la femme de 2 de mes amis. » Donc voilà, c'était plutôt traité sous ce ton-là, effectivement, hein, humoristique. Ces petites lorettes hein, qui se développaient beaucoup autour de Notre-Dame de Lorette à Paris, dans le quartier de la Nouvelle-Athènes, à l'époque romantique, qui étaient ces petites cousettes, généralement, ces petites ouvrières qui arrondissaient leur fin de mois de cette façon-là. Donc des occasionnels, on appelait ça. Voilà, ces petites occasionnelles. Ici par Constantin Guis, qui est un des premiers à représenter en fait les maisons closes de son époque et à révéler les différentes conditions, en particulier ici ce qu'on appelle les pierreuses, qui sont ces jeunes femmes qui officiaient clandestinement sur les terrains vagues, dans les profondeurs de la nuit, hein, sur la pierre, enfin, les pierreuses qui arpentaient comme ça les rues. La nuit, on a aussi les filles en carte, ce qu'on appelle les insoumises qui racolent dans l'espace public. Il y a les verseuses qui sont employées dans les bars, les brasseries à femmes, hein, qu'on appelle les pensionnaires des maisons closes, les courtisanes qui reçoivent leurs admirateurs dans des luxueux hôtels. Enfin voilà, toute cette prostitution qui revêt différents visages, Constantin Guis l'a représentée. Mais donc on va commencer à les définir parce que essayer de comprendre qui elles sont, ces prostituées dans l'espace urbain, comment les reconnaître. Parce que là est la grande difficulté, c'est-à-dire que comme elles côtoient les dames bien élevées, eh bien, quelquefois les codes se mélangent. Et donc, il a fallu pour les peintres, évidemment, montrer les différences. Ici, pour la prostitution légale, elle est réglementée, je pense que vous le savez. Il y a évidemment l'obligation de prostituées d'être enregistrées, qu'elles exercent d'ailleurs dans des maisons ou bien dans la rue le soir seulement, la nuit. Mais il existe évidemment une prostitution clandestine très très développée. On estime à Paris qu'elle est 7 fois à 8 fois plus élevée que la prostitution réglementée. Et évidemment, on les croise dans la rue, ces prostituées, et il y a beaucoup d'ambiguïté pour les reconnaître par rapport aux femmes honnêtes. Ici, le tableau de Courbet, en 1857, a eu un succès, en tout cas de critique et de scandale, au salon de 57, parce qu'on ne sait pas, quand il représente ces jeunes femmes, s'il prend parti pour elles ou si, au contraire, il les approuve, alors qu'elles sont considérées au prime abord comme des jeunes filles mal élevées. Ça c'est sûr, un peu trop alanguie. Je disais l'autre jour que dans les loisirs, c'est suspect de se reposer, par exemple, de prendre son temps quand on est une jeune femme plutôt du peuple ou autre. La bourgeoise peut, mais pas la jeune fille du peuple. Donc là, allongée au bord de l'eau, on n'est pas encore à l'époque des impressionnistes, donc ça préfigure aussi ces thèmes-là. Mais donc c'est un thème très, très, très ambigu et un scandale aussi. Donc la femme qui passe dans la ville, qui est-elle? Évidemment, c'est important pour les peintres, parce que c'est un sujet moderne, cette idée de la ville, et de montrer ceux qui y habitent, témoins de l'essor de ces villes, des cafés, des boulevards, on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est la représentation en peinture de ce que Zola a fait dans ses livres, le naturalisme, dans tous les romans macabres, auxquels vous allez assister ici. Voilà. Alors la ville est en pleine métamorphose à l'époque. Il y en a certains qui l'appellent la Nouvelle Babylone, je pense que vous le savez. C'est aussi la ville lumière pour d'autres. Elle offre évidemment des tas de lieux nouveaux dans lesquels on va pouvoir rencontrer tout ça, les salons, les loges d'opéra, les maisons de tolérance, les cafés, les boulevards. Et donc on peut observer tout le ballet des amours tarifés et tous ces codes qui vont être mis en place. Certains vont le regarder de façon très très scrupuleuse, voilà, donc observer, mais il y en a d'autres qui vont le faire avec beaucoup plus d'imagination, des indiscrétions, beaucoup plus pour certains d'objectivité, ou bien un regard très froid, très clinique, et puis d'autres qui vont avoir des fantasmes très très débridés dans la façon de représenter. Donc on va essayer de trier tout ça. Simplement, quand même, un petit constat au début,
aucune des œuvres que je vais vous présenter a été faite par une femme. Ce ne sont que des peintres hommes. Voilà. Et j'ai eu beau chercher, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Il y en a même, enfin, j'en ai pas trouvé. Voilà, donc c'est aussi évidemment sans doute le reflet du poids de la condition féminine. Hein. On aurait dû faire ça la semaine dernière, hein, pour la journée de la femme. Mais voilà, c'est aussi ça qui transparaît avec ces peintures. Voilà. Alors il y a donc des allusions qui vont être créées simplement pour montrer ce genre de choses, puisque les peintres académiques vont avoir beaucoup de soucis, hein, sinon quand ils exposent, s'ils veulent montrer trop frontalement ce genre de choses. Donc évidemment, il y a des codes qui sont insistés, je vais y arriver, et en particulier donc Duez que vous avez ici avec un grand tableau tout en longueur qui évoque les kakemono japonais, qui est presque taille réelle en fait, et qui est donc exposé en 1874. C'est intéressant parce que ça s'appelle Splendeur, évidemment ça peut évoquer le titre d'un roman, hein, que vous connaissez tous de Balzac, Splendeur et misère des courtisanes, évidemment. Voilà. Et donc c'est un témoignage de ces codes sociaux et de ces détournements dans la peinture. C'est un portrait d'apparat, regardez, il est en pied, hein, comme on faisait ces grands portraits au XVIIe ou au XVIIIe siècle, avec un costume très très élégant, mais ce n'est pas une femme bien. C'est clair, quand on le regarde de près, elle a un visage trop pâle, trop fardé, des cheveux trop jaunes, c'est-à-dire trop teintés, hein, voilà. Et évidemment, ce n'est pas une femme, c'est pas une femme honnête. Et puis d'autre part, vous avez ces bijoux un peu placés trop ostentatoires, hein, notamment cette boucle d'oreille que vous avez ici, en tout cas pour la journée, hein, les bijoux de jour ne devaient pas être aussi visibles. Donc ça, c'est un peu l'idée de la parvenue, de celle qui a réussi. En fait, elle en fait trop. Voilà, elle a un côté too much pour être une femme honnête. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde comprenait ces codes, hein, effectivement, immédiatement, mais c'est très bien passé au salon, parce qu'à côté, disparu malheureusement aujourd'hui, il y avait son pendant qui s'appelait Misère, et qui représentait une vieille femme misérable. Donc, évidemment, le discours était moralisateur. Et dans ce cas-là, on pouvait montrer frontalement ce genre de choses. Hein, voilà. Tout seul, ça ne serait pas passé, mais à deux, c'était important. Donc, il y a certains indices qui montrent le statut de la prostituée, hein, dans la représentation féminine. Ici, vous avez Boldinier, qui est un de ces peintres représentant la société mondaine de l'époque, mais parfois, il fait quelques tableaux, comme ça, représentant un peu plus la vie quotidienne. Et vous avez ici une passante qui est en train de traverser la rue, d'un pas alerte, hein, joyeux, enfin, elle a l'air décidée, mais elle fait un geste totalement répréhensible. Je pense que vous le voyez, elle relève un petit peu trop haut sa jupe, évidemment pour être une femme honnête, puisqu'on voit le pied, la cheville et même le bout du jupon. Alors, ça, évidemment, ce n'est pas permis. D'autre part, effectivement, comme elle a des fleurs dans les mains, et que la fleur est souvent la représentation de la vénalité, hein, l'amour vénal, eh bien, on peut imaginer effectivement que ce n'est pas une femme bien. D'autre part, il y a, alors, vous voyez ici dans les détails, il y a derrière un magasin, et comme par hasard, c'est un magasin de lingerie. Je pense que vous le voyez, avec les bonnets. Alors, il est normal, effectivement, que le monsieur qui est là sur le côté, je vais peut-être mettre l'autre, regardez ici, regardez, ce monsieur est en train de se retourner sur elle, je pense que vous la voyez bien, hein, il est en train de la mater dans sa calèche. Il ne regarde pas celle-là. Bon, on imagine moins Jojo, effectivement, mais surtout, c'est une ouvrière qui paraît sage à côté en bleu, voilà, qui passe sur le côté travailleuse, voilà, alors que celle-ci, elle paraît plus futile, évidemment, hein, dans ce que vous avez là. Alors, c'est sans doute ce qu'on appelle une insoumise, c'est-à-dire une prostituée qui n'est pas répertoriée, qui travaille toute la journée à sa guise, à l'opposé des filles de maison, hein, voilà, qui travaillent au bordel, ou des filles en carte, qui elles ont le droit de travailler dans la rue, mais seulement le soir. Voilà, que vous avez ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout se confond dans l'espace public. Hein, donc, il faut effectivement des petits détails pour apercevoir tout. Enfin, ça. Voilà. Alors, ici, deux tableaux de Béraud. L'attente et la proposition, comme une BD, hein, je pense que vous le voyez bien ici. Donc, j'ai mis un détail
de la tente. Regardez ici, une jeune femme en costume noir assez chic, hein, comme une femme honnête le jour. Et pourtant, il y a différents indices qui vont évidemment contourner tout cela. Elle attend seule sur le trottoir dans un quartier chic. Voilà. Ça, c'est une attitude suspecte. Hein. Suspecte pour les codes bourgeois, on ne peut pas être seul. Puis d'autant plus qu'au fond, il y a un homme, vous voyez bien ici. Et alors, qui est la proie, hein? On sent bien qu'il se regarde. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est elle? Voilà. Un autre détail, vous remarquez qu'elle est prête de franchir le pas là, du caniveau. Hein? Donc, dans la culture populaire, effectivement, finir comme ça sur le trottoir ou dans le caniveau. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de petits indices. Et pensez aussi à Victor Hugo, à Fantine. Enfin, voilà, il y a cela. Dans l'autre tableau, vous voyez que l'homme s'est rapproché. Donc les avances ont sans doute marché, enfin en tout cas il est en train de l'entretenir, effectivement, et elle est très proche du gouffre, là c'est clair. Et puis vous remarquerez que derrière, il y a une autre femme, j'ai mis, voilà, vous voyez dans le fond. Il y a une autre, enfin en tout cas il y a une présence d'une femme qui est probablement une petite ouvrière, voilà, une femme de chambre, quelque chose. Alors on ne sait pas ce qu'elle est, mais probablement que c'est une image en opposition avec celle-ci, peut-être comme une allégorie pour montrer le premier état de la femme. Hein, elle est d'abord une ouvrière et puis elle va finir comme ça. Ensuite. Donc voilà, il y a encore cette idée morale, hein, je pense que vous voyez là. Alors on sait très bien qu'à l'époque, les petites ouvrières se prostituaient occasionnellement hein, pour finir les fins de mois. Donc voilà, ça faisait partie des choses possibles en tout cas à l'époque. Alors, autre espace public, le magasin. Ça c'est important. Alors, les femmes des milieux populaires exercent des petits métiers comme ça, ouvrières, modistes, fleuristes, blanchisseuses. Et c'est vrai que leur salaire est assez dérisoire. Hein. Donc, elles vont arrondir leur fin de mois comme ça. Et c'est très organisé quelquefois à l'intérieur des magasins même. Dans le fond, il y a des petites pièces où elles peuvent partir discrètement avec leurs clients. Voilà. Vous avez peut-être lu ça. Alors Zola, évidemment, dans le Bonheur des Dames, enfin, il y a l'idée de la maison. Mais surtout... dans Splendeur et misère des courtisanes, vous avez ces femmes qui, en fait, ce qu'on appelle les marchandes à la toilette, qui fournissent en fait aux jeunes filles les vêtements nécessaires pour pouvoir être placées ensuite chez des hommes riches. Enfin, il y a tout ça. Il y avait différents niveaux, mais on sait que ça se passe là. Alors, Tissot, c'est un très bon peintre hein, qui était fils de tailleur. Alors, il aimait représenter les toilettes avec ce thème moderne. J'ai un détail de la vitrine, je pense que vous voyez bien ici, puisque la vitrine, c'est vraiment un signe de la tentation, évidemment. Hein, c'est à la fois la tentation de la marchandise qui est exposée, mais aussi des vendeuses qui sont à l'intérieur. Le mannequin représentant un objet de désir, ça chez Zola, hein, c'est très courant. Donc il y a la double tentation, les corsets pour le bourgeois qui est là, hein, donc les corsets, les représentations, et puis bien sûr les petites demoiselles qui sont à l'intérieur. Regardez l'ambiguïté de la superposition quand même du corps de Devine, hein, de cet homme, avec le vêtement hein, sur le mannequin. Donc voilà, tout ça est évidemment est très travaillé et très recherché. Voilà. Et effectivement, elle nous regarde, mais peut-être que nous sommes à l'emplacement de cette arrière-boutique dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Voilà. Alors, autre élément, on a vu donc la rue, le magasin comme lieu de prostitution, mais il y a aussi, bien sûr, les cafés-concerts, les cabarets que nous avons abordés la fois dernière. Voilà. Et leur nombre ne cesse de croître à la fin du 19e siècle. Ce sont des foyers de prostitution, évidemment, très courants, que les peintres comme Toulouse-Lautrec ou Forain vont représenter. Parce qu'il y a le spectacle, évidemment, derrière, hein, sur la scène. Il y a ceux qui dansent, évidemment, en même temps, avec des mélanges de professionnels et de non professionnels. Et puis, il y a quand même dans le public des gens très particuliers, notamment ces trois jeunes femmes que vous avez ici. Elles sont en fait accompagnées. Et je pense que vous voyez derrière, dans cette position, c'est le maquereau en fait, hein, qui est assis. Alors il était connu, en plus, il y a Fénéon qui nous donne son nom, il s'appelait Alphonse, homme de loi. Voilà.
Donc Alphonse Anglelois les surveille. Et puis on voit apparaître donc, certains codes aussi sur ces femmes qui nous aident à les identifier, notamment les cheveux roux que vous avez ici. Hein. C'est un truc de prostituée qui se teint les cheveux, qui porte des perruques. Et puis surtout, c'est un vieux fond chrétien, hein, du roux, qui est l'image du mal, évidemment, voilà, du diable que vous avez ici. Pensez à Nana avec son blond vénitien, qui est, pour vous dire plus joli, mais elle est rousse. Voilà. Donc le bal est vraiment un lieu de ragolage et puis aussi de consommation poussée. Et en particulier, vous avez ici un détail qui est très intéressant. Vous avez une pile de coupelles empilée. Et cette pile de coupelles, ben, elle indique que ces femmes, elles poussent à la consommation. Elles ont bien réussi, en fait, à faire consommer des bols de dessus ou autre, enfin, quoi que ce soit là. Et leur nombre témoigne, voilà, de leur réussite. Alors ça, c'est très typique d'un lieu, à l'époque, qui s'est développé, qu'on appelle les brasseries à femmes. Et où celles qui se nomment les verseuses sont chargées de pousser à la consommation. Et plus, si affinité, évidemment, mais ça les regarde elles-mêmes. Normalement, c'est pas organisé dans l'établissement. Et ce genre de lieu va avoir beaucoup de succès au moment de l'exposition universelle de 1867. Vous avez par exemple Manet, qui a représenté ce genre de femmes. Bon, c'est une époque où il y a la libération des débits de boissons. Hein. Il faut savoir, toutes les lois comme ça libérales à la fin du 19e siècle. Et donc, ces brasseries se multiplient. Et au même moment, d'ailleurs, les maisons closes, leur nombre va décroître dedans. C'est un Manet a raconté qu'il avait monnayé pour pouvoir la représenter et la faire poser. Et il a monnayé auprès de celui-là, qui est devant, qui était donc son macro, hein, vous voyez, avec voilà, sa blouse et puis la pipe que vous avez ici, et il a payé fort cher pour pouvoir la regarder un moment. Hein. Donc même ça a été monnayé. Et vous voyez qu'il la représente comme une femme quand même assez forte, qui domine alors de sa taille toutes les tables, parce que comme ça elle voit les tables qui sont vides, hein, pour pouvoir aller évidemment proposer à boire aux hommes qui sont à l'intérieur. Voilà. En tout cas, les cafés ne sont pas des lieux honnêtes. Ça, c'est pour les femmes. Hein. Donc, je pense que c'est resté longtemps. Moi, quand j'étais petite, on me disait aussi qu'il ne fallait pas y aller. Et donc, voilà, les peintres ont été intéressés tout ça par cela, parce que la prostitution s'organise beaucoup autour de ces cafés. Normalement, une femme honnête n'y va pas non accompagnée. Et là, on voit qu'effectivement, les femmes sont représentées seules. Hein, donc, on peut se poser la question, effectivement. Et d'autre part, elles sont posées en terrasse, souvent donc à la limite entre l'intérieur et l'extérieur, hein, parce que ce sont des lieux stratégiques pour pouvoir donc surveiller la rue et pour pouvoir appâter le client avant même une certaine heure à laquelle elles vont avoir le droit d'aller travailler. Alors, la plupart du temps, les peintres ont fait poser en fait des modèles professionnels et non pas des prostituées. Mais je vous rappelle aussi qu'à l'époque, le modèle était considéré comme une prostituée. Hein. Elle vendait son corps d'une certaine façon, donc la société les représentait comme ça. En tout cas, le schéma est similaire là dans les trois. Hein. Vous voyez qu'elles sont seules, assises à leur table, qu'elles boivent de l'alcool et qu'elles fument. Enfin, pour certaines, là, je pense que vous le voyez. Elle a la cigarette, hein. Comment est-ce qu'elle fume devant, voilà. Alors ça c'est un moment important. Je vais montrer les autres de près. Voilà, c'est ici aussi. C'est un moment important parce que en fait la société ne sait pas bien comment les prendre en considération, ces femmes-là. Finalement, elles font de mal à personne, elles ne racolent pas vraiment, elles se montrent simplement, elles n'appellent pas le client. Ce n'est pas l'heure de le faire, donc normalement, si elles le font, elles devraient être arrêtées. Mais c'est vrai que la police pouvait les interpeller et que là, c'était l'arbitraire total. Une jeune femme, même honnête, entre guillemets, pouvait être arrêtée à ce moment-là. Donc, on leur donne des attitudes qui vont un petit peu nous montrer qu'elles sont des prostituées. D'abord, on montre les ravages de l'alcool, souvent, avec un vieillissement prématuré de ces jeunes femmes. On parlait aussi de la raucité de leur voix, par exemple, parce qu'elles utilisaient des tas de drogues, hein, d'une certaine façon. Voilà, tout ça ce sont des clichés qui étaient véhiculés sur les prostituées.
Voilà. En tout cas, elles ont un air absent hein, et on se demande voilà, vraiment quelle est leur vie. Et puis aussi parce que finalement, elles sont un peu dans leur rêverie avant d'aller travailler, on pourrait dire ça. C'est une zone intermédiaire hein, qu'on appelle l'heure de l'absinthe, justement, celle qui commençait à avoir beaucoup d'absinthe à ce moment-là. Il y a une autre zone intermédiaire qui a beaucoup plu aux peintres, c'est ce qu'on appelle l'heure du gaz. Et donc là, elles sont beaucoup plus actives, hein, puisqu'elles ont le droit de commencer à travailler, je crois, à 18 heures à racoler, enfin, ça dépend de l'heure d'été ou l'heure d'hiver, hein. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, elles peuvent, et ça correspond très souvent à l'ouverture des réverbères. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça l'heure du gaz. Je vais vous lire ce que dit Flaubert à Ernest Chevalier dans une lettre. Hein. Il dit « Ce qui me semble le plus beau à Paris, c'est le boulevard. À l'heure où les becs de gaz brillent dans les glaces, où les couteaux retentissent sur les tables de marbre, j'y vais m'y promenant, paisible, enveloppé de la fumée de mon cigare et regardant à travers les femmes qui passent. C'est là que la prostitution s'étale, c'est là que les yeux brillent. » Ce que dit Flaubert, effectivement. Donc pour eux, c'est un spectacle, évidemment, que cette prostitution hein, déambulante, mise en scène par le développement urbain, avec les lumières, évidemment, dans la rue. Voilà. Donc, alors ça sera l'éclairage après, hein. Il y a Nana aussi hein, qui est montrée sur les boulevards. En tout cas, la grande différence avec le jour, c'est qu'ici, il n'y a plus d'ambiguïté, puisque ces filles-là sont vraiment à accomplir leur rôle, et là, enfin, leur métier. Elles ont choisi l'emplacement pour ça. Je pense que vous voyez bien ici hein, avec Stélène, il n'y a plus du tout d'ambiguïté avec cette femme. Elle est en train de remonter son bas, enfin voilà, donc elle en montre trop pour être une femme évidemment totalement honnête. Hein. Et elle sait très bien utiliser évidemment la lumière comme une actrice finalement. Elle prend la lumière sous bec de gaz et s'exhibe comme ça au regard des passants. Donc, c'est vrai que la prostitution va frapper hein, par sa visibilité finalement à ce moment-là. Et donc, beaucoup de peintres vont travailler cela. Louis Anquetin, qui était peut-être un petit peu moins connu que d'autres, mais qui est un très bon chroniqueur de cette vie-là, pas que de la prostitution, hein, mais de la vie urbaine, eh bien, a créé ces deux tableaux. Vous voyez la même femme, là aussi, ça pourrait être comme une BD en fait, hein, la même femme qui déambule dans la rue, sous les jeux de lumière des réverbères, ou des reflets, des glaces et des vitrines, évidemment, pensez au passage couvert, hein, qui était à Paris un des lieux de prostitution importants, notamment avec les femmes qui étaient à l'entresol, aux fenêtres, qu'on appelait les hirondelles, parce qu'elles étaient placées comme des hirondelles dans leur nid, quoi, hein, en regardant en dessous les messieurs qui passaient. Vous avez un opéra qui s'appelle La Rondine de Puccini, qui parle de ça. En tout cas, ces femmes, alors je crois que voilà, j'ai le détail, vous voyez ici, elle est très fardée. On sent qu'elle a une toilette un peu apprêtée, dont tous les éléments ne sont pas bien accordés, hein, dans les couleurs notamment, hein, des couleurs crues qui sont en plus accentuées par les éclairages volants. Voilà. Enfin, en tout cas, tout indique que c'est une prostituée. Alors, je ne sais pas, vous voyez, par exemple, celle-ci, vous voyez bien, hein, avec les cheveux jaunes encore, tout ça. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, on a, je ne sais pas si c'est un personnage vraiment ou un reflet, mais en tout cas un bourgeois qui est une espèce de silhouette comme ça, qui est tapie dans l'ombre, qui se retourne et qui va la appeler. Béraud, c'est aussi un peintre de ces représentations de boulevard. Ici, le boulevard Montmartre, tout le boulevard évidemment des théâtres, hein, là, devant le théâtre des variétés, le café, la modernité, l'éclairage, la publicité que vous voyez sur la droite, la foule, ça c'est vraiment la vie urbaine de l'époque. Et puis là dans la foule, évidemment, ce demi-monde, ici, regardez par exemple la courbure de la femme. C'est pas simplement le fameux faux cul, enfin on appelle la tournure hein, à l'époque. Là elle est très 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 accentuée. Hein. On sent comme les rubans et les suivez-moi jeune homme. Hein, de l'époque, mais c'est très très accentué, et puis en plus de ça elle se retourne, on voit bien qu'elle cherche à savoir si elle fait de l'effet au monsieur qui se trouve ici, hein, probablement, et qui va la suivre, voilà. Et puis vous voyez aussi notre couple ici,
très important, c'est le garçon de café qui généralement servait d'entremetteur. Hein. Et là, la jeune femme est en train de négocier sa présence à côté de lui. Voilà, et donc il va sans doute la recommander à quelqu'un qu'il connaît. Alors là, on est dans la rue avec plutôt des jeunes femmes modestes, on va dire, hein, qui cherchent l'homme riche. Ah, bah, j'avais plus près. Et vous avez toujours de Béraud, là, un peu plus chic, enfin, c'est le monde de la nuit, qui se veut un petit peu plus chic ici, mais en même temps, ces femmes sont un peu trop, là aussi, se montrent de façon trop ostentatoire. Alors, plus la toilette est élaborée, plus les filles apparaissent demi-mondaines. Et elles peuvent aussi, dans ce cas-là, se faire payer plus cher du client. Et puis, c'est aussi une façon, quand on est entretenu, enfin, l'homme qui vous entretient a envie que ça se sache. Donc, il faut que ça se voit. Hein. Donc, voilà. Mais ici, comme elles sont plutôt en recherche, hein, voilà, donc, il faut qu'elles montrent quand même qu'elles sont déjà bien. Alors, vous avez par exemple, regardez les chapeaux qui sont des signes de distinction. Les filles en maison, elles étaient en cheveux. Hein, donc, évidemment, il y a une hiérarchie dans les prostituées. D'autre part, elles sont très très visibles parce que pour le soir, elles sont en blanc, qui est quand même assez inhabituel et qui normalement est réservé aux jeunes filles. Donc, c'est un peu un paradoxe, évidemment, mais ça permet d'être bien distingué la nuit dans le jardin éclairé. Enfin, tout concourt à la séduction, évidemment, et au mystère, d'une certaine façon. Voilà, il y a des jeux de séduction, évidemment, par rapport à tout ça. Bon, comme elles paraissent plus honnêtes que certaines, eh bien, les messieurs ont l'impression de faire quelque chose de moins répréhensible, peut-être, hein, voilà, dans tous les faux semblants. En tout cas, il y a déjà des couples formés, vous en voyez derrière, il y en a qui vont se former manifestement devant. Voilà, il y a toujours plus d'hommes que de femmes, là. Enfin, je pense que vous le voyez, mais il y a peut-être des petits détails qui ne trompent pas quand même. Alors c'est un petit peu trop accentué, mais regardez leur visage, elles sont très très maquillées. Hein, et ça, évidemment, c'est pas du tout une femme du monde qui serait comme ça. Alors il y a un autre lieu aussi, qui est un lieu de prostitution très développé, c'est l'opéra. Je vous en avais déjà plus ou moins parlé. Il est fréquenté par la haute bourgeoisie et l'aristocratie. C'est un lieu de prostitution de haut vol, hein, réellement très organisé. Pensez dans la littérature, Marguerite Gauthier, la dame Camélia, qui indique à son amant sa disponibilité dans sa loge. Hein, donc, voilà, ce sont des lieux de rencontre. Et là, vous avez une vision assez directe de ce qui se passe. Ce sont des abonnés qui sont reconnaissables avec leurs vêtements noirs et leur haute forme que vous avez ici. Et ces abonnés avaient le privilège, organisé par le directeur de l'opéra, d'entrer dans ce lieu qu'on appelle le foyer de la danse, qui est le lieu derrière en fait la scène, hein, à l'opéra, où les petits rats s'habillent, s'échauffent, enfin voilà, s'entraînent, et elles sont donc pas toujours complètement habillées, presque nues, enfin surtout pour l'époque, hein, vous imaginez. Et donc cet espace privé générait beaucoup de fantasmes liés aux coulisses, et les hommes venaient et faisaient littéralement leur marché. Et donc vous connaissez l'expression avoir sa danseuse, entretenir sa danseuse. Eh bien, vous l'avez là ici. Vous voyez que ça frisait la pédophilie, hein, puisque les petits rats sont quand même très jeunes, hein, 14-15 ans, hein, quelquefois, même plus jeunes. Et là, vous voyez bien comment le monsieur enroule sa main, hein, de façon tout à fait sur le corps de cette jeune femme. L'autre, elle est... Bon, alors, c'était organisé souvent par leur maman elle-même, hein, ce sont des femmes, des jeunes filles pas riches du tout. Voilà, qu'on essaie de vendre comme des marchandises, hein, d'une certaine façon. Voilà. Alors ça, c'est Béraud qui montre directement. Degas le fait de façon très subtile, plus subtile. Il y a évidemment cette grâce extraordinaire de la danseuse en scène, hein, voilà, ici. Et puis ses copines qui sont en coulisses, sur le côté, je pense que vous la voyez bien derrière. Il y a peut-être sa mère, justement, qui est à côté. Mais surtout, vous voyez apparaître ici quelqu'un qui ne devrait pas y être. Hein. C'est cet homme en noir, hein, qui attend, effectivement, qui est dans l'ombre, prêt à saisir. Il y a une rupture là entre le spectacle, évidemment, du rêve et puis la réalité de l'asservissement sexuel de la danseuse qui est ici. L'étoile, parce que ça s'appelle l'étoile, elle s'envole, mais elle va retomber en coulisses bien bas, en fait. Hein. Donc il y a vraiment
cette ambiguïté qui est montrée. La prostitution, elle est sur scène, mais elle est aussi dans la salle, là, vous pouvez voir ici, avec, notamment lors des grands bals costumés. Vous savez qu'à Paris, au moment du carnaval, notamment, il y avait des bals costumés, et à l'opéra, alors c'était pas l'opéra Garnier, c'est la salle Le Pelletier, l'ancienne salle avant l'opéra Garnier, mais ça s'est poursuivi évidemment au Palais Garnier. Et bien évidemment, le masque, les déguisements sont propices à cette licence et à ces rencontres vénales. Voilà, vous avez l'avant-foyer qui était envahi par tous ces masques avec les hommes et puis les femmes qui sont cachées derrière leurs dominos. Alors ça peut être à la fois des prostituées, celle-ci par exemple avec ses collants ou ses bas, vous voyez rayés. Il y a quelques années, j'avais fait ici des conférences sur les couleurs Moyen-Âge. Vous savez que les rayures représentent le diable, voilà, le mauvais. Et puis ça peut être aussi parfois des femmes du monde qui aussi viennent s'encanailler. Il n'y a pas de raison, donc elles se cachent ici. Mais c'est bien sûr beaucoup de frôlements, d'attouchements, voilà, et au moins on peut mater, même si ça ne va pas plus loin, mais il y a cette idée-là. Voilà. Alors ces intrigues de carnaval ont inspiré beaucoup d'artistes. Gervex, que vous avez ici, donc peintre académique, voilà, qui montre cet opéra qui est un lieu vraiment du paraître le plus extraordinaire. Notamment, là, si on se met à la place, ici, on est un visiteur de l'opéra, on monte et on voit tout ce spectacle effectivement sur les balcons de l'Opéra de Paris, là, pour le coup, du Palais Garnier, avec les demi-mondaines qui s'exhibent. Vous voyez, il y a le masque, puisqu'on est encore dans le bal, mais on sent évidemment qu'on affiche ces belles toilettes, ces parures, enfin voilà, tout ce qui est précieux et qui fait partie du jeu social évidemment à l'époque. Alors on sait, c'est Gervex lui-même qui racontait qu'un certain comte qui s'appelait de la Ferrière profitait de la licence accordée au bal pour convaincre 2 femmes du monde d'entrer dans sa loge pour s'abandonner aux soins de sa maîtresse qui les initiera à certains mystères amoureux qui leur sont probablement inconnus. Donc voilà, il y a aussi sa femme pour l'éduquer un peu la douleur. Alors c'était aussi l'opéra sujet à des disputes, en particulier, vous voyez ici, ça s'appelle l'attrapade, une dispute. Alors, on ne sait pas très bien, on peut essayer de deviner de qui il s'agit. C'est probablement plutôt 2 cocottes qui se disputent, parce qu'on aurait pu imaginer que c'était la cocotte et la femme légitime. Mais ça, c'était impossible, parce qu'elles ne venaient pas le même jour. Je pense que vous le savez. L'abonné, il avait 3 jours. Le premier, il amenait sa femme et sa fille pour la marier. Ça, il la mettait en avant avec tous ses bijoux pour trouver la mariée. Voilà. Le deuxième jour, il venait avec des copains, en bonne compagnie, et puis ils allaient voir les tirats. Et puis le 3e jour, c'était plutôt avec la maîtresse en titre. Donc elles ne pouvaient pas se rencontrer, elles ne pouvaient pas se disputer. Voilà. Donc là, c'est probablement 2 cocottes, parce que les 2 femmes du monde, non, elles ne se seraient pas disputées en public comme ça. C'est pas possible. Alors, on était dans les lieux chics, on va passer maintenant dans des lieux un petit peu moins chics, évidemment, les maisons closes, ce qu'on appelle les maisons de tolérance, qui sont au cœur du système réglementariste, qui est né sous le consulat. Voilà, la prostitution étant considérée comme un mal nécessaire, eh bien, il faut la contrôler en l'enfermant. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, leur existence est légalisée en 1804, de manière à ce qu'il y ait une surveillance policière et médicale efficace pour les pensionnaires, chacune étant inscrite sur un livre tenu par la tenancière et portant un numéro. Mais dès l'origine, il existe évidemment des établissements très très contrastés, puisque ça va du bouge à matelot à la maison de luxe, de haute tolérance, et puis ça passe par des maisons de rendez-vous. Voilà, donc en tout cas, c'était une façon, il y en avait beaucoup qui étaient quand même beaucoup plus dans la rue, et ces maisons, c'était surtout autour du Palais Royal et de la Bibliothèque Richelieu à Paris, notamment celle que vous avez ici, qui est le Chabanais, qui a eu beaucoup de réputation, connaît son heure de gloire le soir du 6 mai 1889, donc le jour de l'inauguration de l'exposition universelle, puisqu'il va accueillir ce Chabanais les ministres et les ambassadeurs du monde entier,
Et sur leur agenda, la virée avait été indiquée visite au président du Sénat. Ils avaient tous rendez-vous près du président du Sénat, et en fait, ils se sont tous retrouvés ici. Alors, c'était un des plus luxueux, on le sait, parce que vous savez que Maurice Reims a vendu, en fait, il y a eu une vente très célèbre de tout ce qu'il y avait à l'intérieur, à un moment donné, en 1946, avec la fermeture des maisons closes. Et donc, ça avait coûté 1 700 000 francs en 1880 pour aménager tout ça, avec des décors de chambre extraordinaires. Il y avait la chambre japonaise qui avait même reçu un prix à l'exposition de 1900. On y trouvait la chambre Louis XV, une chambre hindoue, une chambre directoire, une médiévale, une chambre mauresque, avec des spécialités, vous imaginez bien, à l'intérieur. Hein, voilà. Donc ça faisait partie, oui, du luxe. Alors ces maisons, elles sont tenues par des femmes qui sont d'anciennes prostituées, qu'on appelle la mère Macrel, la tenancière, évidemment. Ici, la mère Grégoire, qui est en fait, le nom est tiré d'une chanson paillarde de Béranger de l'époque. Voilà. Et ces mères Macrel sont vraiment des rouages essentiels du système réglementariste parce qu'elles surveillent, elles maintiennent les filles. Elles les maintiennent en particulier en les faisant s'endetter énormément. Elles leur retiennent en fait tout, le savon, le maquillage, les préservatifs, la nourriture, le logement, tout ça est enlevé de leur paye, entre guillemets, hein, et donc souvent, si elles ne font pas assez de rendement, elles s'endettent. Hein, donc voilà, donc c'est un système économique très très efficace, évidemment, pour retenir les filles. Et vous le voyez, j'ai mis des détails, par exemple sur la table, vous voyez qu'il y a des pièces de monnaie qui sont placées sur le comptoir. Hein. Il y a peut-être aussi, alors c'est l'argent des passes évidemment que déposent les hommes, mais vous avez aussi des espèces de boutons ou de jetons. Alors ça, c'était en fait des petits éléments pour avoir des réductions ou avoir des informations que les garçons de café dont je vous parlais tout à l'heure, hein, eh bien, avaient dans leur poche et pouvaient donner comme ça, voilà, pour que les hommes puissent aller. Et il y avait, c'était pas vraiment des abonnements, mais enfin voilà, je ne sais pas ce qu'on faisait au bout de 3 ou au bout de 4, mais en tout cas, c'était comme ça, ils commençaient à être connus, donc il y a ces éléments-là. Vous avez en main, évidemment, une fleur qui est toujours ce contexte d'amour vénal, hein, et puis vous avez un livre qui vous montre ce recueil. Alors, c'est peut-être le livre de contes, évidemment, mais c'est aussi, ça pouvait être les catalogues de choix, puisque les filles étaient répertoriées en fonction de leur spécialité, enfin, voilà. Et puis, il y avait le registre médical aussi des filles. Hein. Donc là, on résume un peu tout le rôle de cette mère Macrel qui, vous voyez, est habillée très stricte, hein, vraiment comme une mère supérieure de pensionnat. Alors, vous avez la bref. Alors, Franz-Quentin Guis, que vous avez ici, c'est un de ceux qui a représenté beaucoup cette prostitution, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Il a représenté tous les niveaux de ces maisons closes. La pire, c'est évidemment le couche à matelot que vous avez ici. Hein. Voilà. Alors, il était considéré comme le peintre par excellence de la vie moderne par Baudelaire. C'est comme s'il était un reporter à l'époque, hein, en images, à l'époque Napoléon III, de cela. Donc, évidemment, la présence de ces femmes très dénudées, voire complètement nues, va interpeller les artistes. Et finalement, le bordel, c'est un laboratoire pour les artistes à la recherche de sujets modernes et de renouvellement du traitement du nu féminin. Parce que la liberté des corps, évidemment, et des attitudes les intéresse particulièrement. Ici, vous avez Émile Bernard, qui a créé, enfin, on a publié des croquis, 6, il y en a ici de 11 croquis, une série qui s'appelle Au bordel, voilà, qui représente de façon très crue le quotidien des filles au bordel. Alors c'est quelqu'un qui était assez jeune à l'époque, qui envoyait ses dessins à Van Gogh, qui était un de ses amis, et Van Gogh a souvent travaillé de loin à partir des dessins qu'il lui envoyait dans ses propres représentations. Et il mettait quelques annotations humoristiques. Et pourtant, on raconte que Émile Bernard ne consommait pas, il se contentait d'observer. Il n'était pas, mais voilà, c'est ce qu'on disait. Les autres consommaient plus ou moins, mais lui, non, apparemment. En tout cas, c'est une façon, si c'est dit, c'est que les filles devaient l'avoir remarqué aussi. C'est un moyen de trouver, évidemment, de nouvelles manières de représentation, donc de sujets modernes par excellence. Alors, celui qui l'a fait beaucoup, mais très discrètement, hein, au début, c'est Degas.
Ici, vous allez avoir une série de monotypes qui sont des dessins alors faits de mémoire, en fait, après dans son atelier, après observation évidemment, qu'il n'a jamais montré de son vivant, comme ces statues de cire, hein, je pense aussi, enfin, vous savez, qui ont été détruits par son frère à sa mort, quand on les a trouvés dans son atelier, pour beaucoup. Heureusement, certains de ces monotypes ont été sauvés, et notamment Picasso en a acheté beaucoup. Alors, probablement que la famille ne voulait pas que l'on montre cette face-là de Degas, hein, dans les bordels, avec une représentation quand même très pornographique, hein, quelquefois, effectivement. Mais en tout cas, pour lui, c'est vraiment un sujet nouveau, avec des types physiques, des poses qui sont totalement hors académie, hein, ce qu'on apprend à l'académie, qui s'éloignent évidemment de l'Antiquité, qui ne sont pas du tout gracieuses, mais qui sont très expressives. Et l'expressivité, c'est la modernité. Donc je pense que vous voyez ici, effectivement, l'opposition entre des femmes, ces femmes aux courbes très charnelles et très libres, assez grasses, hein, la prostituée représentée comme ça, ou bien affalée, un peu animale, et puis le contraste avec cet homme hiératique tout en noir. Vous avez là, regardez, encore évident ici. Voilà, alors avec des couleurs aussi, hein, qui sont faites. On sort du beau académique, hein, ça c'est sûr, hein, je pense que vous le voyez là. Regardez les bas aussi de couleurs qui étaient des signes évidemment de quelqu'un non distingué. Alors les bas rouges, hein, c'était intéressant, hein, cette idée du rouge, parce que là, effectivement, avoir des bas rouges, c'était un signe de sexe, enfin, il y avait ce côté-là. Mais le rouge, c'est aussi la couleur qu'on utilisait à l'époque, qui est une couleur très chère, hein, je pense que vous le savez, pour teindre des robes de mariée. Et les robes de mariée n'existent pas à l'époque. Hein. La robe blanche de mariée, c'est une invention assez récente. Et avant, on se mariait avec la plus belle robe, et souvent, elle était rouge. Donc c'est assez rigolo de voir que le rouge est à la fois utilisé comme élément sexuel de la prostituée, et puis aussi, c'est pas la virginité là pour le coup, hein, de la mariée, mais enfin, en tout cas, l'idée de la mariée, vous le voyez ici. Là. Voilà, donc, alors j'en ai une autre, je crois, regardez, voilà, des positions évidemment hein, très osées, très inédites en peinture, enfin en tout cas, pas sous le manteau, quoi. Hein, enfin, il y a cette idée-là. Voilà, regardez ici. Hein, on sent, et que cette rapidité aussi de l'exécution, hein, je pense que vous le voyez bien ici. Voilà. Alors, ce sont des images quand même qui sont à rapprocher de dessins très très sérieux d'un docteur qui s'appelle Paul Richet, qui illustrait en fait les études de Charcot sur l'hystérie à l'époque, voilà, à la Salpêtrière, et qui était destiné à un public masculin. Hein, donc il avait reproduit tout ça. En tout cas, qu'est-ce qu'on montre, c'est une idée forte à l'époque, c'est la bestialité supposée des prostituées. Voilà. C'est qu'on cherche à classer en fait les types, à trouver des prédispositions à la prostitution. Donc ce sont des femmes faibles qui sont prédestinées à la chute, au comportement primitif, voire animal. Voilà, ça, c'est comme ça. Et Degas reprend ça, c'est un homme de son temps. Degas, il n'y a pas plus misogyne, hein, je pense que vous le savez. C'est un homme de son temps, mais c'est vrai qu'il est très très misogyne. Par exemple, quand il représente les femmes à leur toilette, hein, ce que vous avez ici, il disait, hein, il les représente à l'état de bêtes qui se nettoient. Voilà, vous voyez ici hein, ce que ça donne. Et alors, en fait, il les regarde un peu comme un entomologiste hein, dedans. Ici, c'est l'œil, regardez, qui mate, hein, du bourgeois, là, qui est là, qui mate, qui a l'air subjugué, en même temps interdit. Lui qui ne voit jamais, par exemple, sa femme dans ces éléments de vie quotidienne. Hein. Donc, évidemment, là, tout lui arrive comme ça en plein nez, si je puis dire. Le comte Muffat, dans Nana, vous savez, c'est lui qui va entretenir Nana, qui va aussi chuter, hein, il tombe amoureux d'elle quand il la voit à sa toilette. C'est quelque chose voilà, qui le fascine. Alors, donc l'univers de ces femmes montré par Degas n'est pas très très agréable, enfin en tout cas il est très frontal, hein, très direct. Il y a un autre regard qui est celui de Toulouse-Lautrec, beaucoup moins censeur, même s'il montre finalement les mêmes choses, mais on n'a pas l'impression qu'il juge. Voilà, et c'est assez intéressant. En fait, il y a aussi une différence avec Degas, c'est qu'il vit chez les prostituées. Vous savez que Toulouse-Lautrec a habité de nombreuses années dans différents lieux. Donc, il les a observés dans leur quotidien.
la lassitude, là, c'est quand même tout à fait intéressant hein, de voir voilà, cette femme fatiguée après le travail qu'il montre. Il a même décoré certains des bordels, en particulier ici c'est la rue d'Amboise, dans le 2e arrondissement. Il avait fait des dessus de porte représentant les prostituées. Vous voyez ici, on en a des pensionnaires qui étaient représentés ici. Alors, il ne va pas leur donner, en fait, quand il les peint, il ne va pas les représenter en femmes fatales, ni en victimes de la société, mais comme des femmes ordinaires, en fait, hein, dans leur quotidien, accaparées par ce quotidien. Et souvent, il montre cette vie tranquille, finalement, qui est un peu empreinte de mélancolie quand elles sont hors, évidemment, du client. Il a publié avec La Plume, hein, qui est une de ses grandes revues à l'époque, il a publié Elle, qui est donc le résultat de toute son observation dans les maisons closes. Ça a eu un très très grand succès, hein, ces lithographies ont été ensuite publiées indépendamment. Voilà. Il va utiliser des cadrages évidemment très modernes, hein, à la japonaise, je pense que vous voyez ici, pour montrer donc ces scènes du quotidien sans enjeu érotique du tout ou moralisant, vraiment pour montrer la vie quotidienne des prostituées. Alors, à l'intérieur, voilà, vous avez, alors ça peut être repris, hein, ces dessins après, dans des toiles. Ici, vous avez les dames au réfectoire. Et alors, toutes ces images, eh bien, évoquent comme ça, mais en les adoucissant, les clichés que l'on avait sur les prostituées. On racontait à l'époque qu'elles avaient un appétit féroce. Les prostituées, elles faisaient 5 repas par jour, avec beaucoup de viande, à chaque fois. C'est Edmond de Goncourt qui dit ça dans la fille Elisa. Et donc ça voulait dire aussi que leurs conditions de vie étaient bien plus agréables que les ouvrières. Donc il n'y avait aucune raison de les plaindre, parce qu'elles mangeaient bien. Il y avait ça. Donc ça, il y a toujours le revers. Là, vous avez au salon, vous voyez comment elles attendent avec des physionomies diverses, mais elles ont toutes quand même cette expression d'attente. Et là aussi, c'est parce qu'on raconte qu'elles étaient paresseuses, qu'elles vivaient affalées en attente. Par nature, elles ne sont pas travailleuses. Donc, voilà, on les montre comme ça. Hein, voilà. Donc, vous voyez, il s'en sert plus tard hein, dans un tableau du musée d'Orsay. Vous avez ici, voilà, il les représente. Mais c'est un tableau hein, qui est destiné à être un peu plus montré, évidemment, au salon. C'est moins cru, hein, moins direct que ce que vous avez vu précédemment. Alors, il y a aussi les parties de cartes. Alors, les jeux de société, donc elle les pratiquait beaucoup en attendant le client, mais les cartes, c'est aussi la bonne aventure. Et tout le monde sait que les prostituées sont superstitieuses. Il y a aussi tout ça. Et puis, alors, la toilette, ici, c'est un très beau travail de dos, je pense que vous voyez, avec des tonalités magnifiques, une position qui est relâchée complètement, hein, pas très élégante évidemment, pas érotique du tout, il n'y a pas de jeu de séduction là-dedans, hein, dans ce qu'il montre. Juste un petit clin d'œil là, mais c'est un siège qui ressemble un peu à celui d'Emmanuel. Vous voyez ici. En tout cas, ce qui est aussi, c'est un autre cliché, mais c'est l'idée de la rousse, évidemment, hein, je disais tout à l'heure des prostituées, mais qui fait partie des types qu'on peut trouver là-bas. Donc il y avait la rousse, il y avait la grosse, il y avait l'exotique, il y avait la noire, il y avait, enfin, voilà, c'était des types qu'on pouvait avoir. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup d'études sociologiques qui ont été faites pour définir le profil type de la prostituée à l'époque, voilà, qui est considéré comme le symbole du vice, évidemment. Et alors la prostitution, pour les gens de l'époque, à la fin du siècle, c'est une accentuation des défauts et des vices féminins. Évidemment. Hein, c'est un essai pour savoir ce que le physique révèle du moral aussi. Hein, c'est ce qu'on essayait de faire à l'époque. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on pourrait penser de celle-ci, qu'il a intitulée La Sphinge. C'est peut-être la représentation du diable en personne que vous avez ici. Voilà. Alors un autre regard encore sur ces femmes, moins tendres, enfin voilà, tout aussi direct, c'est Rops, avec cette femme-là totalement offerte, je pense que vous voyez, et l'autre qui est derrière, là aussi qui évoque les types, hein, puisque vous voyez qu'elle est habillée avec tout cet imaginaire de la juive à l'époque, hein, là aussi, donc on classe par spécialité ou par type, voilà, donc vous avez ici. Donc, chez lui, il n'y a pas d'ambiguïté, hein, les femmes, ce sont des séductrices qui manipulent les hommes et qui les plongent dans le malheur. Donc ça, c'est, voilà, et c'est un avis qui était partagé contre toutes les femmes à l'époque, voilà.
et qui, là, évidemment, la pose provocante renforce cette idée-là. Robs, il disait, j'estime que pour les études du nu moderne, il ne faut pas faire le nu classique, mais bien le nu d'aujourd'hui qui a son caractère particulier et sa forme à lui, qui ne ressemble à nul autre. Il ne faut pas faire le sein de la Vénus de Milo, mais le sein de Tata, qui est moins beau, mais qui est le sein du jour. Donc la prostituée incarne le nu moderne et vivant, qui l'oppose évidemment au nu idéalisé, sans âme de la peinture classique. Alors, bon, je vous ai mis juste des petites photos, mais c'est vrai qu'il se servait évidemment de toutes ces photos qui étaient faites sous le manteau, qui étaient vendues sous le manteau. Voilà, donc, et qui pourtant étaient des scènes composées, qui étaient vues qu'il fallait faire quand même des temps de pause importants. Donc c'était des scènes posées par les prostituées, évidemment. Et d'autre part, elle ne le faisait pas dans le bordel, elle le faisait dans l'atelier du photographe. Donc voilà, tout était un peu faussé. D'autre part, évidemment, ce genre de photo était considéré comme de la pornographie, donc ça ne pouvait être vendu que sous le manteau. On n'indiquait pas qui était le photographe ni les modèles pour éviter d'être poursuivis après. Voilà. En tout cas, en consommant une image, en l'achetant, le spectateur devient lui-même virtuellement un client. Il y a cette idée-là. Et puis, ça sert de modèle, je vous l'ai dit, pour les peintres. On voit quelques similitudes. Alors ça peut être même ça, pour le coup, c'est amateur. On est des amateurs, photographes, qui prennent les prostituées. Et vous voyez, il y a quelques similitudes avec celle-ci de Louis Anquetin, qui s'appelle Marguerite Dufay. On connaît son nom, pour le coup, qui a évidemment cet air aguicheur, en plus de la poitrine, évidemment. Elle est très avenante, c'est clair, mais sans doute un peu diabolique, évidemment, en même temps. Donc en fait, quand on représente les maisons closes, c'est un désir d'explorer un nouvel imaginaire aussi, dans cette époque contemporaine très, très refermée sur elle-même. Voilà, et donc les jeunes artistes vont s'engouffrer là-dedans de façon tout à fait. Puis ça s'appelle l'or de la viande. Et c'est donc Émile Bernard que vous avez encore ici, qui va d'ailleurs faire toute une série, là encore comme une BD, des longs moments d'attente, d'ennui des prostituées et leur transformation évidemment à l'arrivée des clients. Alors ici, il n'a que 17 ans, cet homme-là, Bernard, quand il peint cette œuvre. Il est très très doué, ça se voit, il a recours à des tonalités extraordinaires de bleu, de vert, de violet, vous voyez, des tons comme ça, tout à fait étonnants, qui contrastent évidemment avec la lumière jaune, l'éclairage au gaz. Là. La composition est très très raffinée, puisque vous voyez qu'en fait, l'heure de la viande, ça évoque évidemment la transaction, c'est comme, voilà, on va aller acheter ça, et vous voyez comment est-ce que les couples sont formés, et notre regard part d'en bas à gauche, et comment on va remonter vers la porte évidemment du bordel que vous avez là, avec ces couples qui sont en train de se former, et les transactions qui sont en train de se faire, non seulement avec les clients, et là manifestement c'est fait, ils partent, mais là on peut imaginer qu'elle est en train aussi de dialoguer avec son macro. Parce qu'il fixe aussi et il voit les gens autour, donc il y a tout ça. Donc c'est assez bien vu évidemment de montrer ça. Et ce jeune homme de 17 ans était très très écœuré de voir ça. Et je vous disais qu'en fait il ne voulait pas consommer. Là, il avait un regard quand même très, très étrange, très fort, et ça l'a beaucoup choqué, effectivement. Voilà, là, vous voyez que bien plus tard, voilà le même, le salon, qu'il va représenter avec la stylisation, les couleurs acides en aplat. Évidemment, c'est un peintre navi et fauve, donc Bernard. Un emploi très très habile de la perspective et de l'éclairage qui donne une espèce de tension quand même oppressante à cette attente. On a l'impression que chaque femme est isolée dans son monde, détachée des autres, peut-être désillusionnée. Elles attendent leur sort avec résignation. C'est Bonnard, excusez-moi. Non, Bernard. J'avais peur d'avoir fait alors, évidemment, les dessinateurs satiriques vont trouver matière, et en particulier pour montrer l'envers du décor.
d'abord de la sexualité bourgeoise. Degas, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a caché ses dessins, hein, il n'a pas voulu les montrer, les dessins de Lucanard, mais Forain, lui au contraire, qui est un de ses élèves et amis, eh bien, n'a pas les mêmes scrupules et il va le faire. Il voit dans la prostitution vraiment un moyen de révéler au grand jour cette hypocrisie de la société à l'époque, et il va mêler allègrement les bourgeois avec les filles du peuple d'un ton très très humoristique. Hein. Ici, vous voyez que les femmes, elles se présentent en déshabillées, donc nues, avec leur fameux bas, hein, on l'a vu tout à l'heure, et puis il y a le client devant, c'est l'heure du choix, ici. Donc du fantasme. C'est un peu alors une espèce d'allégorie, hein, comme on représentait avant le jugement de Paris, hein, avec les trois grâces, avec les trois déesses. Voilà. Mais là, c'est transposé avec les trivialités du bordel. C'est Huysmans, le grand écrivain, qui commente le réalisme de la scène. Il dit « Toute la philosophie de l'amour tarifé est dans cette scène, où, après être volontairement entré, poussé par un désir bête, le monsieur réfléchi est devenu plus froid, finit par être insensible aux offres. » Voilà, il a un peu coupé la. Alors, toutes ces scènes aussi reflètent à l'époque les angoisses de la bonne bourgeoisie, notamment, enfin, la bonne, oui, ce qu'ils essayaient de mettre en place, notamment les problèmes de contamination, à la fois physique et morale, hein, dont les auteurs et les artistes se font l'écho. Ici, vous avez un frontispice d'un roman qui a eu du succès, qui s'appelle Marthe, histoire d'une fille, de Huysmans, justement, et c'est Forain qui en fait donc, le dessin. Ça met en scène en fait la vie d'une prostituée sans avenir, hein, à l'époque. Et quand Forain a montré ce dessin à l'éditeur l'a refusé. Parce qu'il a trouvé la prostituée un peu caricaturale, vêtue comme ça, simplement de ses bas, hein, et on a jugé ça trop indécent à l'époque. Et on a préféré celle-ci, voilà, pour le frontispice, où là elle est un peu plus habillée, évidemment. Elle a le regard complètement vide et surtout elle porte une bouteille d'alcool, je pense que vous voyez, dans la main. Mais ça, c'était vraiment les clichés beaucoup plus conformes à ce que la société souhaitait à l'époque, évidemment. Alors, parmi les angoisses, il y a bien sûr l'hygiène, hein, qui est important. Le 19e, c'est un siècle d'hygiénisme. Et donc, il y a toutes ces scènes. Ici, ça s'appelle le conseil de révision. Bon, Rob, c'est un caricaturiste, hein, mais qui fait aussi voilà, des tableaux, des gravures. Vous avez la mère Macrel, là, qui est en train d'inspecter la fille nue. Et regardez, c'est sous le regard du portrait de Napoléon III, hein, que vous avez au-dessus. Alors ça c'est censé, non seulement Napoléon III, mais aussi le regard de la mère Macrel, rassurer le client contre les risques des maladies vénériennes. Parce que, voilà, elle prend soin de ses filles. Alors vous avez la même scène qui est traitée par Toulouse-Lautrec, avec une mère Macrel qui n'a pas l'air vraiment plus sympathique. Je pense que vous la voyez. Et alors il y a toute une série. Et derrière, vous avez les autres qui attendent, voilà, des idées. Parce qu'on observe, hein, évidemment, leur sexe, hein, pour voir si elles ne sont pas malades. Et pour faisait à l'époque. Alors, il y a évidemment face à ça l'hygiène. On pense que se laver, ça va suffire. Alors, la touche périnéale, hein, est vraiment quelque chose à l'époque. Bon, vous voyez aussi l'ambiguïté du geste de l'homme, hein, qui tient son jet d'eau, là. C'est un peu, voilà. Donc, l'homme, il est en plus protégé. Vous voyez bien, c'est lui qui est dans cette espèce de douche. Hein. Donc, bon, alors il est vrai que les filles des maisons étaient contraintes à des examens médicaux réguliers afin d'éviter aux clients tout risque de contamination, soi-disant, hein, notamment la syphilis à l'époque. C'était très strict, normalement elles devaient aller 2 fois par semaine quand elles étaient en maison. Donc, soit les médecins venaient, soit elles allaient dans des centres spécialisés. Voilà, et les filles sans carte aussi dans la rue étaient censées y aller. Mais le problème, c'est que les filles étaient souvent contaminées à ce moment-là, au moment de l'auscultation, parce que les médecins ne se lavaient pas les mains.
Voilà. Et donc il y a eu tout un travail fait à partir de cela, évidemment, mais une fille qui arrivait saine pouvait ressortir pas du tout. Donc voilà, c'était. Et puis la consultation était bâclée, donc de toute façon, ils ne voyaient rien. Enfin, voilà. Donc elle tentait beaucoup d'y échapper, hein, les filles, et les critiques, évidemment, fusaient à l'époque. En tout cas, le corps fait l'objet d'observations et de soins minutieux, évidemment, parce que l'hygiène irréprochable a des vertus prophylactiques, paraît-il. Hein. Donc la prostituée se lave plus que les femmes. C'est pour ça que c'était mal vu aussi de trop se laver, je pense que vous savez, à un moment. Donc la toilette quotidienne, c'est un sujet que les peintres ont beaucoup, évidemment, représenté, notamment Vallotton, parce que c'est aussi un moment de liberté pour les filles où elles peuvent s'amuser d'une certaine façon. Il leur donne un peu comme ça l'allure d'un gynécée, faire des gestes entre femmes, où l'on va se coiffer, se sécher effectivement, s'habiller, ajuster son corsage. Voilà. Et alors il y a quelquefois évidemment ces toilettes qui elles-mêmes sont monnayées, hein, parce que ça rassure le client de voir que la fille se lave. Et donc le client est visible dans certaines des représentations. Voilà, c'est aussi une espèce de jeu de séduction, hein, qui commence à ce moment-là, et d'information sur la propreté de la femme. Voilà. Alors ça, c'est Félicia Rops, encore que vous avez ici. Et puis vous avez le même sujet qui est traité par Manet, donc Nana. Vous voyez l'homme sur la droite. Hein. C'est un traitement plus classe chez Rops, c'est sûr. Hein. Enfin, c'est la même réalité qui est représentée. Et vous avez quand même, on sent la tension de cet homme-là qui observe. Voilà. Je vous rappelle qu'un bourgeois, à l'époque, ne voyait jamais sa femme nue. Donc, voir une bretelle qui commence à s'affaisser au jupon, c'était évidemment très excitant. Alors, il y a une autre angoisse pour les bourgeois de l'époque, c'est l'homosexualité. Et ça fait partie aussi des traits que l'on prête aux prostituées. Voilà, donc c'est la contamination morale, évidemment, hein, que l'on gère. Voilà, donc ici, et c'est vrai que dans l'intimité des scènes, par exemple, que Toulouse-Lautrec a montré, on les voit assez souvent endormis ensemble, ou se touchant, s'embrassant. Voilà. Alors, en fait, ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que Toulouse-Lautrec a montré ces scènes dites homosexuelles, entre guillemets, assez volontairement, alors qu'il ne montrait pas beaucoup les autres scènes. Donc on sent bien que dans la société, il y avait répulsion et attirance, quoi, hein, pour montrer ce genre de choses. Et en même temps, vous voyez, il montre deux femmes endormies ensemble, quoi. Voilà, donc c'est le cerveau qui va qui va imaginer, mais il n'y a rien, évidemment, de trop visuel pour que ce soit refusé par la censure, par exemple, dans les expositions. Voilà. Alors, cette réglementation, c'est un système qui a été inventé à Paris très tôt, hein, puisque je vous ai dit que la prostitution est perçue comme un mal nécessaire, destiné à combler la brutalité des passions de l'homme. Donc, elle va commencer au XIXe siècle par ne pas être considérée comme un délit. Voilà. Et donc, le consulat organise l'encadrement et le contrôle de la sexualité vénale. Les filles de débauche sont placées sous la tutelle de la police des mœurs et sont soumises donc à ces visites médicales obligatoires dès 1802. Et l'existence des maisons de tolérance est légalisée en 1804. Voilà. Et donc, c'est une mesure de salut public qui est présentée avec un système très, très réglementé par Alexandre Parent du Châtelet, dont vous avez ici le livre en 1836. Voilà. C'est une façon, évidemment, de lutter contre la propagation des maladies vénériennes, tout en préservant l'harmonie conjugale. C'est ce qui était dit. En fait, c'est éviter la contamination physique et morale en cachant le phénomène. Hein, tout ça, on le met dans des maisons. Et alors, c'était amusant parce que Parent du Châtelet, qui est un médecin, hein, mais il a travaillé d'abord dans les égouts. Et il voit que la prostitution de la même façon, c'est-à-dire comme un problème de voirie publique, l'espace public. Donc, il y a une organisation, en particulier des registres de police, des femmes galantes. Hein, on a tous ces registres, tout était classé. Donc, avec leurs photos, leurs spécialités, ce qu'en pensent les clients aussi. Hein, c'est les renseignements généraux, en fait. Hein, c'est vraiment ça que vous avez ici.
Voilà. Et donc, alors dans le contexte du 19e siècle, la prostituée, aller avec une prostituée, c'est pas considéré comme de la misère sexuelle ou du vice, ça fait partie de la vie des hommes. D'abord parce qu'il y a aussi des contextes économiques ou sociaux qui amènent à ça. L'exode rural fait que dans les villes, il va y avoir de plus en plus de jeunes gens seuls, et c'est ce qu'on appelle la sexualité d'attente, en attendant de trouver sa femme, de se marier. Et puis il y a bien sûr, surtout dans la haute société, l'idée du loisir ordinaire, de la sociabilité entre les hommes du monde. Et donc on va au bordel à plusieurs, pour s'amuser. Les étudiants ils fêtent leurs examens, les journalistes ils font leurs papiers, et les pères ils déniaisent leurs fils. Vous avez, si vous avez lu Maupassant, vous savez tout ça. Il y a une maison de tolérance de luxe qui est bien connue, qui s'appelle la Maison Dorée. Vous avez une représentation ici par Thomas Couture. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un papier peint, figurez-vous, assez gigantesque, qui était l'enseigne du créateur à l'exposition universelle de 1855. Et c'est assez étrange de voir que comme enseigne, on a pris une scène de bordel. Ça montre bien l'importance de la prostitution dans la société, que de montrer ça. Alors ici, la Maison d'Or, c'était un des fameux, les plus grands de l'époque, qui était situé sur les grands boulevards, en fait, en face du café anglais. C'est une maison incontournable pour finir la soirée, en fait, après le théâtre, pour le tout Paris, les hommes d'affaires, les banquiers, les journalistes, je vous disais, et les auteurs. C'est là, par exemple, que Khalil Bey, vous savez, le diplomate turc qui a commandé à Gustave Courbet son tableau L'origine du monde. Et bien, c'est là qu'il allait régulièrement. Voilà, donc il y avait tout le monde. Et alors, l'une des spécialités, c'était qu'il y avait des petits salons privés, donc très très discrets, où l'on pouvait venir en toute simplicité, avec les demi-mondaines, et c'est ce qui est représenté ici. Mais pour Thomas Couture, c'est une façon de représenter le vice. C'est lui qui a fait aussi le grand tableau que vous avez au musée d'Orsay sur la décadence des Romains. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est quand même, ce sont des thèmes moralisateurs dans lesquels il se place, puisqu'il s'est représenté lui-même avec la figure du Pierrot que vous avez au milieu. Et sinon, les autres, ce sont des amis à lui, habillés. Alors là, on a l'impression qu'ils sortent d'un bal costumé, évidemment, mais on sent aussi que c'est fin de soirée, enfin plutôt le petit matin, bien arrosé et plus, avec cette femme qui est en bas, qui est une femme connue qui s'appelle Alice Ozy, qui était une des grandes courtisanes de l'époque, qui a été une des muses de Chasseriot ou de Gustave Doré aussi. Elle a sa tombe au Père-Lachaise qui est assez intéressante, avec une représentation de Vierge à l'enfant dessus, qui est assez extraordinaire. Et donc, voilà, on sent qu'il y a une nuit de luxure ici, tout à fait intéressant. Alors ça, c'est j'allais dire le bon côté. C'est vraiment le côté de luxe. Mais vous savez bien, si vous avez lu Nana, qu'on peut retomber très très vite. On peut retomber très très vite, évidemment, c'est la rue, avec donc tous ces mouvements et toutes ces prostituées dont j'ai noté, au début, dit un petit peu les noms, les filles en carte, les filles donc soumises. En carte, ce sont les soumises, celles qui n'en ont pas, les insoumises, donc les prostituées clandestines qui racolent comme ça à tout moment et qui peuvent faire l'objet de rafles, que vous avez ici, de la police, et on les emmène dans des hôpitaux, en fait, soi-disant pour les soigner, mais qui sont en fait des lieux de détention, et donc de malades, parce qu'on dit évidemment on les ausculte, mais elles deviennent des prisonnières. Et de prisonnières, on en fait des folles aussi. Il y a beaucoup de textes, et notamment, alors on pense à l'époque, il y avait 30 000, la police estimait à 30 000 insoumises, et d'après Maxime Ducamp, qui était un grand, qui fréquentait bien tout ça, il y en avait 120 000 des clandestines à l'époque. Donc l'ordre moral, évidemment, doit réglementer tout ça, et c'est notamment les dépôts comme à Saint-Lazare, vous connaissez la prison de Saint-Lazare, qui est près de la gare du Nord, qui était près de la gare du Nord, dans lesquels on emmenait ces personnes, mais qui, en fait, devenaient des prisonnières, même si elles étaient autorisées. C'est pas constitution. Voilà, vous en avez quelques-unes avec des architectures faites pour ça, dites hygiénistes, avec beaucoup de fenêtres pour aérer, de la lumière. Le bâtiment existe encore, on peut le faire voir de temps en temps. Voilà. Alors,
il y a évidemment un mouvement abolitionniste qui va naître face à cet échec du système réglementariste, hein, puisque la prostitution clandestine se développe évidemment beaucoup. On peut dire que la loi de Marthe Richard, en 1946, qui impose la fermeture des maisons de tolérance, est une héritière de tous ces mouvements-là de la fin du 19e siècle. Et donc les peintres aussi vont prendre parti, certains pour dénoncer, ils vont osciller évidemment entre la légèreté et la gravité, pour dénoncer tout ça avec plusieurs niveaux de lecture. Et ici, donc, ce sont la salle des filles au dépôt de Saint-Lazare, hein, que vous avez là. Alors là, vous voyez que l'ordre moral est incarné par les religieuses, évidemment, donc, dans la société. Mais je vous disais, ça leur a transformé quand même les malades en prisonnières. Voilà, et d'autant plus, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, qu'il y avait l'arbitraire de la police, hein, qui pouvait vous arrêter dans la rue si elle considérait que vous aviez une attitude de prostituée, même sans l'être. Donc, les jeunes filles honnêtes pouvaient côtoyer les filles publiques et devenir malades à leur tour. Vous avez aussi certains peintres qui vont prendre des sujets, je parlais de Maupassant, mais comme Loup de Suif, hein, que vous avez ici, qui représente un immense tableau, il doit faire, 3,50 m sur 4, quelque chose comme ça, présenté lors des salons. Le peintre a choisi de montrer le moment terrible, hein, si vous avez le Loup de Suif, où c'est le lendemain matin, où la fille a cédé à l'officier prussien, et ces co-voyageurs qui l'ont poussée à le faire se détournent d'elle. Hein, et donc elle redevient la fille au bord de la société, hein, que sont les prostituées. Et donc là, il y a la dénonciation évidemment de l'ordre moral, hein, sous couvert d'une fiction, parce que c'est la société qui est visée ici, c'est pas la fille évidemment, hein, qui est en avant. Vous la voyez d'ailleurs, la fille, elle est au centre, elle est un peu honteuse, elle a le vêtement sur la tête, hein, voilà. Puis il y a tous les autres qui s'éloignent derrière. Ici. Donc ça, c'est vraiment une traduction picturale des romans naturalistes de Zola, évidemment. Alors, là aussi, très paradoxalement, les bourgeoises vont souvent être des abolitionnistes, parce que comme la confusion est possible entre elles et les filles dans la rue, et aussi parce qu'elles sont interdites des parterres au théâtre. Généralement, les prostituées y sont, donc elles vont essayer de trouver d'autres moyens d'organiser tout ça. Alors, les courtisanes avaient aussi leur registre, hein. Il n'y a pas que les filles de rue. C'était celles qu'on appelle les grandes horizontales, les belles horizontales. Vous le voyez ici. On les connaît, hein, Blanche d'Orly, Blanche Schneider, Marguerite Bélanger, Sarah Bernard aussi, qui était répertoriée. Ici, vous avez un détail pour Blanche d'Orly. On indique vraiment, hein, tout leur physique, leur spécialité, je vous le disais, hein, dedans, ici. Il y en a certaines qui ont évidemment réussi sur la durée, il y en a d'autres où c'était un petit peu différent. La belle Otero que vous avez ici, elle a fini très pauvre à Nice en 65, alors qu'elle avait été évidemment une des reines, hein, de l'époque. Et vous voyez sa phrase, hein, la fortune vient en dormant, mais pas seule. Elles avaient des devises. Donc ce sont des filles qui montent généralement à Paris dans le but de devenir actrices, qui chantent pas très bien ou qui jouent pas très bien, mais qui ont d'autres talents, qui vont être repérés et qui vont pouvoir atteindre quelquefois le sommet, mais aussi, comme Nana, hein, redescendre aussi réellement, rapidement. D'autre part, ce sont souvent des femmes qui doivent, qui sont obligées de vivre la vie comme ça qu'elles vivent, parce que les hommes qui les entretiennent, je vous l'ai dit tout à l'heure, doivent montrer de cette façon-là leur virilité et leur richesse. Hein. Donc, il faut qu'elles soient ostentatoires, sinon ça ne marche pas. Et il y en a certaines qui sont très intelligentes. Vous voyez, la belle Otero, elle avait commencé comme actrice, danseuse. Et il y en a qui sont très intelligentes et qui vont quand même bien jouer de leur image et bien réussir, en particulier quand elles arrivent à faire leur portrait. Alors, un portrait comme une femme du monde, hein, c'est assez intéressant, par des peintres officiels et même quelquefois exposés au salon. Alors évidemment, on a tous les clichés du genre, hein, de la belle tenue, les beaux tissus, mais en même temps, il y a quelques détails qui rappellent leurs conditions premières. Le regard est un peu trop franc, la pose conquérante. Hein, je pense que
voilà, regardez celle-ci, par exemple. Bon, alors, celle d'avant, quand même, peut-être vous dire, avant de devenir la vicomtesse de Louann, elle essuyait les verres au fond du café. Elle va rencontrer des journalistes, des théâtreux qui vont la mener même au prince Napoléon. Là, elle atteint les sommets. Elle va hériter de la fortune de son amant, qui est un conseiller d'État. Et puis, elle va s'acheter une respectabilité en se mariant avec le vicomte de Louann. Voilà. Le mariage sera annulé quand même au bout d'un moment par la famille. Mais c'était pas toujours... voilà. Mais elle a tenu ensuite, elle était riche, un salon littéraire et politique influent sous le Second Empire et la Troisième République. Flaubert était très très amoureux d'elle. Voilà. Alors, vous voyez, elle a une espèce de respectabilité de la robe noire, mais c'est vrai que son regard est un signal de danger. Celle que vous avez ici, alors Julia Tall, ça c'était une américaine, qui était la maîtresse de Nissim de Camondo, voilà, et qui représentait ici de façon tout à fait provocante. Vous voyez, alors j'ai mis des détails, mais vous voyez que la jupe est retroussée, et là évidemment la cheville est carrément, enfin là on en voit beaucoup, beaucoup trop pour être honnête, et puis elle a des talons dorés. Regardez un petit peu, ça aussi c'est très audacieux, évidemment très ostentatoire. Et puis alors elle tient aussi son éventail de façon désinvolte avec une assurance qui ne sied pas du tout à la bienséance bourgeoise. Elle a une fleur dans les cheveux, là aussi, enfin, vous voyez, puis des couleurs qui ont été jugées criardes. Elle était la propriétaire du domaine de Louveciennes et c'était l'ancienne demeure de la Dubarry. Donc voilà aussi quelques signes. Une que je connais bien au Musée des Arts Décoratifs, c'est Louise Valtès de Lavigne, vous avez ici, qui est montée pour chanter chez Offenbach, qui a ruiné tous ses amants, qui a inspiré Zola, en particulier pour le parcours de Nana, et elle, on l'appelait l'Union des artistes. Vous savez qu'elles avaient toutes des noms. Hortense Schneider s'appelait le Passage des Princes, et elle, c'est l'Union des artistes, donc je pense que Zola en faisait partie. Alors regardez, elle a réussi, un pied de nez, c'est une femme hyper intelligente, manifestement. Ce portrait en pied, donc, là aussi très très chic. Elle a une robe claire de jeune fille, ce qui est complètement étonnant. Elle a l'assurance du regard, mais regardez ses cheveux dénoués et roux en plus, évidemment. Et en plus de ça, elle a légué ce tableau quand elle est morte au musée du Luxembourg, au musée d'art contemporain de l'époque. Donc, vous voyez, c'était pour elle une reconnaissance absolument extraordinaire. Alors, on a une photo, elle était belle, avec les yeux, ça c'est clair. Et puis surtout, au musée, on a son lit. Et c'est ce lit qui a servi de modèle à Zola pour décrire celui de Nana. Voilà. Donc, c'est un lit gigantesque qui fait, je sais plus, 3,50 m de haut, quelque chose comme ça. Voilà, un lit que son amant lui avait offert et qu'elle a gardé toute sa vie, même dans ses déménagements. Et ensuite, elle l'a offert au musée. C'est elle qui nous l'a donné. C'est quand même tout à fait étonnant. Alors, il y avait aussi, tout était bon pour faire sa pub à l'époque, et notamment lors des expositions universelles, vous aviez des livres là en anglais, ça s'appelle Pretty Women of Paris. Et donc, vous avez toutes ces jeunes femmes avec photos et commentaires qui décrivent les courtisanes, leur beauté, leur spécialité, leur caractère. Alors, Valtès, dedans, elle est présentée comme infatigable, lesbienne acharnée, et chez elle, l'amulette de toutes les joies est généreusement ombrée d'une mousse d'un blond authentiquement vénitien. C'était bien écrit en anglais. Voilà. Alors, un autre lit ici présenté, mais en peinture cette fois. C'est Rolla, donc c'est une histoire d'un homme qui est prêt à se suicider. Il regarde une dernière fois Marion, avec laquelle il vient de coucher, qui est étendu très très libre comme ça sur le lit. Vous avez un très joli travail évidemment de peinture, mais ça a été un très gros scandale, même si le titre est historique, c'est tiré d'un roman de Musset en fait, pour ne pas choquer. En fait, le sujet est beaucoup trop représenté de façon contemporaine. Notamment, vous avez ici un corset là, rouge encore, vous le voyez ici, qui évidemment symbolise trop la période contemporaine. Donc, il a été refusé au salon. Alors, il a fini chez un galériste des grands boulevards, justement sur le chemin de l'univers qu'il dépeint, des filles du boulevard. Donc, lui aussi, c'est un insoumis, finalement, ce tableau que vous avez ici. Alors que celui-là, qui montre à peu près la même chose, en tout cas du corps de la femme, eh bien, est passé très bien à la censure de l'Académie. Parce que, en fait, on est dans un thème historique.
Et donc là, ce ne sont pas des femmes, ce sont des personnalités de l'histoire, des déesses, enfin voilà. Donc le prétexte mythologique est permis avec ces films. Alors ça nous permet d'aborder pour la fin là, les scandales avec donc toutes les fantaisies, les fantasmes qui vont pouvoir être réalisés sous prétexte d'évoquer comme ça la mythologie. Ici, c'est Baudry, La Perle et la Vague. Baudry qui a fait le plafond de l'opéra, hein, je vous signale. Alors, c'est au premier abord évidemment une œuvre académique, on a l'impression d'une Vénus antique, mais Baudry a peut-être fait une erreur, il a donné un titre, La Perle et la Vague, qui vient d'une source littéraire persane. Déjà, là, c'est un peu plus suspect. Voilà, la vague, évidemment, elle illustre l'univers marin de Vénus. Vous avez des contours très académiques, ça veut dire très précis. Mais quand on regarde le visage, lui, il n'est pas du tout académique. Hein. Là encore, elle a des yeux et un regard qui amène, évidemment, le sexe, quoi. Enfin, il y a une idée comme ça. Donc ça a été remarqué dedans. C'est même Proudhon, hein, le philosophe, qui trouve que cela aurait été plus explicite de lui mettre du chancre à l'anus. Ah oui, ça, les rapports de Salon à l'époque étaient extraordinaires. Hein. Aujourd'hui, on dit rien. Voilà, une autre, Cabanel. Alors ça a eu, c'est la même chose, hein, un titre en référence à la mythologie qui permet ce corps, se montrer sans vraiment de problème, qui est très intime, mais qui n'évoque pas le plus intime. Notamment, il n'y a pas de poils à montrer. Et donc, effectivement, si elle n'en a pas, c'est que ce n'est pas une femme, c'est une déesse, par exemple, et là, on peut le montrer. Et d'ailleurs, Napoléon III et Eugénie ont acheté celle-ci. Ça, c'est bien passé. Voilà. Alors que Manet, qui est exposé à la même époque, là, je vous en ai mis 3 de 68 ans, là, évidemment, vous savez, ça a été un scandale énorme. Et notamment parce que c'est une vraie femme. Voilà, c'est pas une déesse qui est montrée. Donc, effectivement, ça ne marche pas. Alors, les peintres utilisent des biais comme ça. Par exemple, Blanche d'Antigny, qui est une des plus grandes cocottes de l'époque, elle est représentée ici en Madeleine pénitente. Voilà. Donc, c'est une repentie. Donc, évidemment, là, ça marche bien, mais c'est une fausse image pieuse, évidemment. Les courbes féminines sont quand même très présentes, d'autant que c'est un tableau grandeur nature. Donc, voilà, c'est assez éloigné de l'image traditionnelle de la sainte, notamment parce que je pense que vous voyez, on voit bien les seins, les tétons et tout ça. Hein. Donc, voilà, c'est assez important. Donc, c'est une des plus importantes. L'Olympia, évidemment, on retourne à Manet. Là aussi, on voit bien sa pilosité, hein, je pense que vous voyez. Donc, ce n'est pas une séductrice, mais une professionnelle, hein, que vous avez ici, évidemment, là-dedans. En fait, les corps qui portent les traces du plaisir ou des moyens de séduction sont considérés comme des corps imparfaits. Et si le corps est imparfait, la femme n'est pas morale. Vous voyez, donc effectivement, une déesse avec un corps parfait, là, il n'y a pas de problème. Et puis, vous avez la présence du chat, évidemment, avec toutes les vocations en argot, hein, du sexe féminin. Voilà. Alors, combien me reste-t-il? Bon, ça va un petit peu. Alors, tout ce que je vous ai dit, hein, le mélange des mondes, l'impossibilité de distinguer une femme honnête d'une femme galante dans la rue, intéresse les peintres et puis surtout révèle cette fin de siècle où on a peur réellement et où la femme apparaît comme un démon. Je vous dis ce qu'on disait à l'époque, ce qui est aussi dénoncé par Zola, d'ailleurs l'aristocratie du vice. Personne ne niera que ces femmes soient de véritables prostituées. Enfin, il parlait donc des femmes. Elles en font le métier. Elles propagent plus que tous les autres les maladies graves et les infirmités précoces. Elles détruisent la fortune aussi bien que la santé et peuvent être considérées comme les êtres les plus dangereux que referme la société. Parler des courtisanes là-dedans. Donc la décadence et la satire vont prendre la place de l'allusion et de l'équivoque que vous avez vu jusque-là pour traiter le thème de la prostitution. Et sous couvert d'allégorie, donc on va pouvoir critiquer la société en général et la femme en particulier. Hein. Donc ça aussi, ça pose la question de la femme, de la place dans cet univers décadent de l'époque. Alors la Madeleine ici chez le pharisien, ça c'est un morceau de bravoure, puisque vous voyez qu'il a osé représenter la Madeleine dans un club d'hommes chic parisien de l'époque, hein, en costume contemporain, et tout le monde reconnaît ici Liane de Pougy, qui est l'une des grandes
femme, de l'époque. Et puis d'autre part, je crois que j'ai mis un détail là, vous avez en fait la figure du Christ, c'est un journaliste, c'est comme modèle qui a série, il s'appelle Duc Quercy, qui était un journaliste anticlérical, évidemment, qui critiquait le système réglementariste. Et puis ici, là, c'est Ernest Renan, qui est l'auteur d'un essai controversé, vous savez, sur la vie du Christ, hein, évidemment, c'était la bête noire de l'Église à l'époque. Donc là, on est dans une démonstration que la prostitution est vraiment une question sociale hein, à l'époque et qu'elle interpelle évidemment. Voilà. Donc les peintres vont dénoncer ça ou bien le mettre en avant. Quelqu'un comme Thomas Couture, dont vous avez vu le papier peint tout à l'heure, la représente sous forme d'allégorie, le char de la courtisane. Bon voilà, le char c'est toutes ces calèches, hein, Nana c'est ça, hein, quand on arrive ici on prend une calèche et puis on va faire le tour du bois de Boulogne et on se montre, hein, donc c'était bien ça. Et ici elle est en train de fouetter les hommes qui représentent les richesses, la jeunesse, la poésie et les courages. Ce sont ces amants qu'elle fouette. Puis derrière vous avez la mère Macrel, enfin, voilà, vous voyez bien tout ça. Hein, donc, voilà. Et donc ça c'est une double critique parce qu'évidemment on critique en général les femmes qui exploitent leur sexualité comme moyen pour s'enrichir, hein, en contrôlant et en exploitant leur prochain, mais c'est aussi une critique des hommes, évidemment, qui ne savent pas leur résister. Donc, alors les caricatures s'en donnent à cœur joie. Regardez ici, c'est assez étonnant, vous avez cette femme qui est très très maigre et surtout, vous voyez comme si elle était déguisée pour un bal, mais c'est une tête de mort. Donc là c'est quand même, le gars est attiré, hein, ça c'est clair, mais c'est quand même une dénonciation et puis surtout c'est aussi une information des dangers, notamment contre la syphilis. Hein. Voilà, alors ça on arrive vraiment dans votre Altesse que vous avez ici. Bon, c'est une femme dans un univers très classique, mais qui en fait un peu trop, vous voyez, nue avec tout ça, ce casque, les éléments de grand chapeau, les bas aussi, et les gants, hein, les gros gants. Et puis elle se laisse guider par ses instincts. Elle est aveugle, je pense que vous le voyez, mais en même temps, elle tient en laisse un cochon, qui est la personnalisation de l'homme. Alors, je ne sais pas si elle est dominée ou si elle domine l'homme. Hein, parce que vous voyez que voilà, c'est quand même assez leste. Le lien qui est en tout cas, c'est le symbole du dévoiement de la société, évidemment, que vous avez là. Alors la femme, quand même, elle a parfois un rôle plus actif. Ici, la dame au pantin, je pense que vous voyez qu'elle a dans les mains un pantin, un homme, un pantin. Ça, c'est plus mignon, on va dire, par rapport au rêve. En tout cas, ça représente bien ce qu'on pense de la femme à l'époque, hein, effectivement. Les femmes qui sont en fait des idoles, des espèces d'idoles puissantes, cruelles, comme ça, hiératiques. Le sommet est atteint avec celle-là. C'était très courant hein, dans cette époque symboliste hein, d'avoir ces représentations de femmes. Même des gens comme les bijoux de la Ligue, on en trouve. Hein, des femmes qui se transforment en serpents, par exemple. Hein. C'est très, très habituel. Vous voyez là, les jonchées sur un amas de corps, en fait. Hein. On ne le voit pas très bien, mais elle porte ici des bijoux en forme d'arme. Et puis, il y a un chat sur son sexe. Vous avez ici. Hein. Donc, c'est vraiment la femme fatale et vénale, dangereuse pour la société que vous avez ici. Voilà. Alors, je voulais finir avec la modernité là, et tout ce que la peinture va gagner à ça. Parce que là, vous avez vu tout ce qui peut être dit, mais maintenant, les peintres du début du XXe siècle vont utiliser leurs façons différentes et ce thème-là pour créer la modernité. Parce que c'est un sujet moderne maintenant qui est digne d'être peint. On ne fait pas, voilà, on va pouvoir l'utiliser comme ça. Et Toulouse-Lautrec, qui est quand même des premiers à l'avoir fait aussi ouvertement, reste un modèle. Donc vous connaissez, vous avez présenté cela pour la fête, mais regardez ici par exemple, en cabinet privé, vous voyez que ce spectacle évidemment de la prostitution les fascine, notamment parce que les filles ont des postures très travaillées, des toilettes tapageuses, il y a en fait les effets de lumière aussi qu'on va avoir, vont participer au renouvellement esthétique de l'époque. Et l'outrance du maquillage, notamment, permet aux peintres de travailler la couleur, la main, avec sur le zinc que vous avez ici. Et on voit que c'est ça qui l'intéresse hein, dans cette femme qu'il représente, c'est l'outrance du maquillage qui est accentuée aussi par l'éclairage et qui va lui permettre de jouer avec ça. Elle a la clope belle, vous voyez bien ici.
c'est aussi, on le sent derrière la nuit, l'agitation de la nuit, hein, tout ça qui les intéresse. Regardez par exemple K avec ce thème de la prostitution, vous avez les formes, les couleurs qui se libèrent, les espaces qui vont se distendre comme ça, ou se resserrer au contraire, hein, avec des cadrages très très forts et sur des corps qui se déforment. Regardez l'allongement hein, de ce corps avec des filles très robotiques finalement sur les pavés, sur les pavés des rues. Encore K, l'amour magalien que vous avez ici et le maquillage qui est vraiment considéré comme... alors c'est Zola hein, qui dit, il a écrit un texte qui s'appelle Le maquillage des familles et il appelle ça le fruit défendu de la beauté factice menant à l'enfer de la séduction. Et donc c'est vrai que le maquillage semble pourvu d'un pouvoir qui permet à la femme de paraître magique ou surnaturelle. Vous savez qu'au XVIIIe siècle, les femmes qui étaient maquillées, elles étaient condamnées comme sorcières. On pouvait les brûler. Je vous ai dit tout à l'heure aussi que le comte Muffat dans Nana, eh bien, il tombe amoureux d'elle quand il observe se maquiller. Et ce que dit Zola, il dit « Lorsqu'elle ferma l'œil droit et qu'elle passa le pinceau, il comprit qu'il lui appartenait. Elle ajouta avec le doigt de larges traits de carmin sur les lèvres. Le comte Muffat se sentait plus troublé encore, séduit par la perversion des poudres et des fards, pris de désir déréglé de cette jeunesse peinte, la bouche trop rouge dans la face trop blanche, les yeux agrandis, cerclés de noir, brûlants et comme meurtris d'amour. » Donc c'est important, évidemment, le maquillage à l'époque. Voilà, vous vous retrouvez avec nous. Alors, ça c'est assez rare parce qu'à l'époque, au tournant du siècle, on représente moins les filles ensemble. C'est plutôt, comme vous l'avez vu, des filles particulières sur lesquelles les peintres vont flasher. Ici, il y a une belle composition, évidemment, en diagonale, des coloris aussi qui sont très riches, et puis une expression de mélancolie avec derrière cet arbre de Noël quand même, hein, cette vie familiale, entre guillemets, que vous avez ici, même si à l'avant, on a l'impression qu'elle est assez solitaire, hein, cette jeune femme, et puis elle est très fardée, évidemment. Voilà. Regardez aussi Derain avec les filles, comment est-ce qu'ils jouent. Alors là, on entre dans les techniques fauves, hein, avec des couleurs en aplat, très peu de dessins. Vous voyez comment est-ce qu'ils jouent, d'ailleurs très bien, avec ces différentes couleurs alternées avec le noir. Et on a l'impression d'un rythme et d'une composition tout à fait extraordinaire pour montrer quand même cette accentuation des traits hein, due au maquillage. Et puis, bien sûr, Picasso hein, va travailler là. Regardez comment cette femme, elle est présentée maigre, acérée, enfin, avec tous les poncifs, évidemment, de la prostituée à l'époque. Hein, mais c'est vrai que Picasso va beaucoup aimer cela, peut-être physiquement, mais il aime aussi parce que ce sont des mondes à part. Et lui-même est à part hein, dans la société du fin 19e, début du 20e. Donc c'est un peu la reproduction aussi de sa propre identité seule. Notamment quand il va représenter cette mélancolie, il est allé voir à Saint-Lazare, justement les femmes de Saint-Lazare, hein, et qui portent comme ça soit des bonnets, soit des châles, enfin c'était très caractéristique, elles avaient une espèce d'uniforme, et il en fait là une espèce d'icône, hein, je pense que vous le voyez, mais sans anecdote en fait, hein, c'est parce que je vous raconte que c'est à Saint-Lazare, mais on n'a pas cette impression. En fait, on a l'impression qu'il représente la femme pour elle-même, et non pas pour le sujet de la femme à Saint-Lazare. C'est avec une touche vibrante, hein, une tonalité bleue évidemment qui est magnifique. Donc ce n'est plus une question de sujet, mais c'est une question de style évidemment, hein, avec lequel les peintres vont se développer. Ici Rouault, je pense que vous le voyez bien, ce sont des prétextes à des expériences plastiques en fait, ces femmes, hein, ces corps que vous avez ici. Il y a le bleu de la modernité, puis il y a l'expressivité de ces corps. C'est un exercice de style. Regardez celle-ci aussi de Camoin. C'est aussi un fauve. La pose, évidemment, peut paraître scandaleuse, mais lui, ce qui l'a intéressé, c'est tout ce jeu sur les différents motifs. Hein. Je pense que vous voyez entre le canapé, le papier peint derrière, et puis les bas de cette femme. Même chose pour Van Dongen, avec, vous voyez, ça s'appelle Jarretière violette. Très honnêtement, c'est pas trop ce qu'on regarde. Hein. On va aller voir évidemment tout le reste. Et regardez, voilà ce jeu des ombres, du maquillage hein, qui permet évidemment ce travail sur la couleur que les peintres de la fin du 19e, début du 20e ont commencé. Vous retrouvez évidemment de Derain cette femme à la chemise que je vous avais présentée
en entrée. Voilà, donc c'est les visages sont un peu devenus des masques, hein, d'une certaine façon. Je pense que vous voyez, on n'a plus l'identité du modèle. Hein, voilà, ils sont représentés seuls, enfin, voilà, dans des positions d'ailleurs qui se ressemblent d'un peintre à l'autre. Regardez celle-ci, de Vlamin. Évidemment, avec chacun leur façon de faire, évidemment. Ici, c'est l'expressionnisme de la pose, hein, qui est recherché avec beaucoup de coups de pinceau comme ça. Je pense que vous le voyez. Alors que les fauves jouaient avec plutôt les couleurs que vous avez vues avant. Donc en fait, on n'a plus du tout de contexte moral, moralisateur, de contenu documentaire. Hein. C'est plus cette liberté du corps et les possibilités que donne cette représentation au peintre qui est recherchée. Et ça se voit évidemment avec le cubisme de Picasso, puisqu'il n'y a plus du tout d'anecdotes. Je pense que vous le savez, et que seule demeure l'expérimentation plastique. Vous n'êtes pas sans savoir que les Demoiselles d'Avignon, c'est le nom en fait d'un bordel de Barcelone, hein, et que Picasso avait décidé de représenter une revue de détail, comme tout à l'heure. Enfin, il y avait un médecin qui était représenté en train de sculpter ses filles, et au fur et à mesure des études, de la représentation, le médecin a disparu pour n'avoir, en éliminant toute cette dimension anecdotique, pour n'avoir que ce travail plastique sur le corps qui amène la révolution, évidemment, cubiste, voilà, avec plus du tout les corps qui sont représentés dans leur beauté attractive, enfin, voilà, tous les atours féminins, les courbes, là, tout est plutôt bosse et angle, hein, je pense que vous voyez, même si la femme, au début, enfin, à droite, là, est dans une position complètement improbable et évidemment très sexuelle, très érotique, comme vous le voulez. Mais en tout cas, voilà, il a bien représenté ce que Baudelaire avait dit au début, hein, je vous l'avais dit, il a fait ressortir le beau dans l'horrible. Hein, c'est ce que demandait Baudelaire. Bien voilà, l'art moderne vient de naître. Voilà, si vous avez des questions, comme